Donc moi, je vais vous parler du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc Clémence Voreux, donc moi je travaille ces dernières années, j'ai pas mal travaillé sur les questions enseignement, enseignement supérieur, donc pas trop l'éducation, même si c'est important aussi, mais ça s'est pas trouvé comme ça. Et dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, on a un peu regroupé enseignement supérieur et recherche. Pourquoi ? Parce que c'est important, les deux sont importants, et surtout c'est les mêmes acteurs qui font les deux en général. En termes d'institutions, c'est le même ministère, c'est les mêmes établissements. Voilà pourquoi je vais traiter ce sujet-là dans son ensemble. C'est un sujet qui est assez proche de la culture d'une certaine manière, donc c'est un secteur serviciel aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est que la problématique se pose de manière très similaire, et en même temps, c'est un peu l'inverse en termes de perception, c'est que ces acteurs-là, ils ont beaucoup conscience de leur impact physique, et par contre assez peu de leur impact intellectuel, et donc de la production intellectuelle. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est assez intéressant de voir ça. Alors d'abord sur l'état des lieux. Donc effectivement, il y a trois gros sujets dans le sujet qui nous intéressent. C'est que dans l'ESR, donc son petit nom c'est ESR, Enseignement supérieur et recherche, il y a le sujet de l'enseignement, c'est comment on forme les gens, c'est comment on forme les étudiants qui sont à la fac, les étudiants qui sont dans des écoles, qui sont aussi en BTS, en IUT, etc. Mais c'est aussi comment on forme le reste de la population, donc comment on forme les professionnels déjà en poste, les actifs, donc la formation continue. Et ça, c'est aussi une part importante de l'enseignement. Et c'est aussi donc, la partie recherche. Donc la recherche, c'est la production intellectuelle qui permet de comprendre et de répondre aux enjeux de transition énergétique. Donc c'est une partie importante parce qu'à la fois elle alimente tous les autres secteurs, parce que pour que tous les secteurs industriels, les secteurs amont que Maxime a mentionné puissent fonctionner, on a besoin d'avoir de l'innovation, du progrès, de la recherche, des connaissances, des compétences, des rapports, des études, etc. Et donc ça c'est la partie recherche, donc c'est très important. Et en même temps c'est un secteur qui est aussi, comme l'enseignement supérieur, totalement dépendant de tous ces secteurs amont, parce qu'il a aussi besoin, comme la culture, de bâtiments, de mobilité, de se nourrir aussi, etc. Donc il y a vraiment ce côté très intriqué avec le reste des secteurs évoqués dans le cadre du plan de transformation. Donc ça, c'est la partie un peu virtuelle qui était aussi celle de la culture. Donc c'est tout le côté intellectuel, virtuel. Et à côté de ça, il y a l'infrastructure. Donc cette infrastructure, elle est importante. Donc derrière les formations, la recherche, les chercheurs, etc. Il y a un patrimoine immobilier qui est important. C'est plus de 18 millions de kilomètres carrés. C'est plus de 130 000 personnels et 2,7 millions d'étudiants. Donc c'est beaucoup de gens qui se nourrissent, qui se déplacent, qui vont faire leur recherche à l'étranger, qui vont partir en Erasmus et qui vont au travail tous les jours accessoirement. Et ils ont tous besoin généralement d'avoir un ordinateur, donc on retombe sur le numérique, de faire des recherches sur Internet, toujours le numérique, et de s'équiper de tout un tas d'objets qui leur permettent de vivre, d'habiter et se nourrir tous les jours. Donc ça aussi, c'est des enjeux très physiques. Et donc il y a un peu tout ça. Et ça, paradoxalement, les acteurs du secteur en ont vraiment conscience. Donc nous, quand on a commencé à travailler sur les questions d'enseignement supérieur au Shift, on est allé voir les établissements du supérieur, et la plupart nous ont dit « mais pourquoi vous venez nous parler d'enseignement, de formation ? On a un master développement durable déjà, et en plus on est en train de mettre en place, de chercher des financements pour isoler nos bâtiments, et on va mettre en place un repas végétarien une fois par semaine. » Donc voilà. Et donc il y avait ce côté très conscient en fait par rapport à l'impact physique, et en même temps qui ne voyaient pas forcément l'enjeu de former tout le monde, et le fait que les chercheurs de leur côté ne cherchent pas forcément à orienter leur recherche de cette manière-là. Donc il y avait vraiment un sujet qui était pas tout à fait bien posé dans ce secteur-là. Et par ailleurs, ce qui est compliqué, c'est que c'est une évaluation qui est très difficile à faire. Donc, moins que dans la culture quand même, pour être tout à fait franche. Samuel et Anaïs ont eu beaucoup plus de mal que moi. Donc moi, j'ai eu l'aide en plus d'un certain nombre de chercheurs qui travaillent dans des universités. On allait voir dans la base ADEME, il y avait quand même un certain nombre de bilans carbone qui avaient été faits par des universités, des écoles. Mais il y en a assez peu quand même. On en a eu à peu près une cinquantaine qui avaient fait leur bilan carbone Scope 3. Donc Scope 3, ça veut dire qu'ils ont regardé vraiment toutes leurs émissions et pas uniquement celles de leur production courante.
Et donc, il n'y en avait pas tant que ça, celles qui l'ont fait correctement. Par ailleurs, tous les établissements n'étaient pas représentés. Il y avait une seule école de commerce, par exemple, alors qu'il y avait une pelletée d'écoles d'ingénieurs. Il y avait quelques universités, mais pas tant que ça. Voilà, donc c'était pas non plus très complet. Et à côté de ça, il y a une faible granularité des informations disponibles, donc on aura l'occasion d'y revenir, qui empêche de vraiment bien voir quelles sont les activités dans le secteur de l'ESR qui émettent beaucoup. Donc on sait que c'est les déplacements professionnels, mais on ne sait pas si c'est le chercheur qui va à un séminaire très loin, si c'est l'étudiant qui part en Erasmus, si c'est je sais pas, la direction qui va faire un échange dans une université étrangère pour des raisons plus ou moins politiques. Voilà, donc tout ça, on ne sait pas. Et donc ça, c'est aussi des choses qui manquent, un peu comme pour la culture. Il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus pour pouvoir évaluer simplement le secteur. Donc il faut trouver des données pour pouvoir faire ça. Donc, voilà, donc là, c'est une petite représentation. Je pense que vous ne devez pas voir grand-chose de là où vous êtes, et encore moins de très loin. Mais l'idée étant de montrer que donc, le gros camembert, c'est la partie scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes du secteur. Et donc, c'est voilà, la grosse partie en verte du premier plus petit camembert. Tout ça pour dire que le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre de ce scope-là, c'est les déplacements domicile-travail. Donc, on retombe sur les secteurs amont qu'on a déjà évoqués. C'est dans un deuxième temps les achats de produits et de services. Donc on achète des ordinateurs, on achète des bureaux, on achète des voitures aussi pour faire rouler des gens potentiellement. C'est l'immobilisation de biens et de services. Donc ça veut dire c'est tous encore une fois les équipements et les machines qui sont utilisés, qui sont achetés, stockés et utilisés par les chercheurs ou les étudiants. Et c'est aussi, dans un troisième temps, les déplacements professionnels. Donc encore une fois, les chercheurs qui vont à des séminaires, qui vont à des rencontres, les étudiants qui vont aussi faire des voyages d'études ou qui partent à l'étranger pour faire leurs études. Voilà, c'est un peu tout ça. Mais donc tout ça, ça ne nous dit pas qui exactement. Donc tous les exemples que je vous ai donnés, on ne sait pas quelle proportion ça représente. Et donc ça nous empêche... On parlait des actions à mener tout à l'heure, ça empêche de vraiment savoir quelle action il faut cibler, parce qu'on ne sait pas laquelle est la plus importante. Voilà, donc ça c'est un peu la grosse difficulté qu'on va avoir sur ce travail-là. Donc avec notre petit groupe de travail sur l'enseignement supérieur et la recherche, donc avec pas mal de chercheurs, on est en train d'essayer de récupérer plus de bilan carbone de manière beaucoup plus précise et avec plus de détails en fait de la part des établissements pour avoir plus d'informations sur quelles sont vraiment les activités qui émettent des gaz à effet de serre. Et à côté de ça, on va aussi récupérer des bilans carbone de laboratoires de recherche, ce qui nous permettra d'identifier un peu plus qu'est-ce qui relève de la recherche, qu'est-ce qui relève de l'enseignement, parce que pour l'instant, franchement, on ne sait pas et les établissements ne savent pas trop non plus. Et du coup, on ne pose pas la question de la bonne manière. Donc il y a un gros travail là-dessus. Et là, on parle juste de bilan carbone, mais on peut aussi s'interroger sur d'autres impacts environnementaux qui ne sont pas forcément pris en compte dans le bilan carbone. Par exemple, on a une grosse tendance à la fusion entre des établissements, leur délocalisation hors des villes. Donc le meilleur exemple, si vous êtes de la région parisienne, c'est l'incroyable plateau de Saclay, où il y a une énorme concentration d'écoles, mais qui n'est pas facilement accessible en transport en commun, qui a été construit sur des terres très fertiles et qui permet à Saclay d'avoir gagné un certain nombre de places dans le dernier classement de Shanghai, parce qu'on trouve que c'est super d'avoir des énormes pôles universitaires, et un peu tant pis en fait pour leur bilan carbone et du coup leur impact environnemental. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont difficiles à évaluer, qui ne sont pas aujourd'hui très pris en compte et qui d'ailleurs sont en plus récompensés dans leurs effets négatifs. Donc c'est aussi des sujets qu'il faut qu'on arrive à mieux évaluer, mieux analyser pour pouvoir proposer des réponses qui soient plus pertinentes. Donc dans les grands axes d'évolution, ça reprend un petit peu tout ça. Donc on retrouve nos trois grosses briques. Donc c'est mettre la recherche en adéquation avec les enjeux de résilience et de sobriété. Donc ça veut dire quoi mettre la recherche en adéquation avec ces sujets? C'est d'abord orienter la recherche publique, notamment la recherche publique finalisée, donc appliquée, pour qu'elle converge avec les objectifs nationaux qu'on a en termes d'environnement. Donc c'est la stratégie nationale bas carbone, nos objectifs climatiques qui ont déjà été mentionnés à plusieurs reprises. Donc c'est typiquement on arrête d'aller chercher sur des sujets dont on sait qu'ils vont être fortement émetteurs de gaz à effet de serre si on les développe. Donc parce qu'on cherche à éviter d'avoir plus d'innovation là-dessus, parce qu'on cherche à éviter d'avoir de nouveaux produits à mettre sur le marché, des nouvelles pratiques qui ne sont pas durables. Donc le numérique est un très bon exemple de ça.
Donc on cherche à faire tout ça. On cherche aussi à favoriser les pratiques sobres de la part des chercheurs. Donc on va essayer d'éviter d'envoyer tous nos chercheurs à des séminaires de recherche à l'autre bout du monde, comme c'est très fréquent. On va chercher à éviter de les faire se déplacer, parcourir de longues distances, et acheter 15 000 machines pour que chaque laboratoire ait la même machine alors que celui d'à côté, il en a une aussi. Voilà, ce genre de choses, on cherche à éviter. Et donc on va essayer de donner un avantage aux chercheurs qui ne vont pas avoir ce genre de pratique, ou aux laboratoires qui vont faire attention à ça. On va favoriser la transdisciplinarité aussi, parce que ça c'est un gros sujet dans l'étude du climat et des enjeux environnementaux, c'est que c'est des sujets qui sont très transdisciplinaires par nature. Il y a des enjeux physiques, mais il y a aussi des enjeux sociétaux, c'est ce que disait Maxime. Et par exemple, faire de la recherche sur le numérique, si on décide de ne pas du tout regarder les enjeux sociétaux, on va se heurter à des problèmes, c'est que finalement on ne comprend pas grand-chose aux usages, et finalement c'est ça qui compte, et donc il faut arriver quand même à avoir une analyse beaucoup plus globale, beaucoup plus transdisciplinaire. Donc ça, c'est des choses aussi qui doivent changer. Ça veut aussi dire que, par exemple, pour la recherche fondamentale, par opposition à la recherche appliquée, on va moins chercher à orienter. Ça va être plus donner de la liberté aux chercheurs, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'ils vont trouver, mais en même temps, c'est pas mal qu'ils cherchent. Donc l'idée, c'est plus de former les chercheurs pour qu'ils fassent eux-mêmes attention et qu'ils aient une certaine éthique environnementale dans leur recherche. Et voilà, donc on va travailler plutôt là-dessus. Sur l'enseignement, il va s'agir de former les professionnels des secteurs de la transition. Donc tous ceux dont on a besoin pour mettre en œuvre la transition écologique en général, donc la formation continue, mais on cherche aussi à donner une culture commune et une compréhension commune à toute la société des enjeux de la transition et du projet national et international qu'on cherche à lui donner, pour que chacun puisse contribuer à son niveau à ce projet. Et donc ensuite, à côté de ça, décarboner et améliorer la résilience de tout le système d'infrastructures et d'équipements qui va avec ces activités. Et donc ça rejoint les secteurs amont, et donc c'est les bâtiments, la mobilité, les transports, l'alimentation, etc. Et l'urbanisme aussi, puisqu'on a vu que c'était un sujet. Donc ça, c'est des axes de travail. Et à l'arrivée, parce que finalement ce qui compte, c'est à quoi va ressembler le secteur de l'ESR à la fin de cette transformation, qu'est-ce que ça donne. En fait, nous, ce qu'on anticipe, c'est qu'on aura un pic du secteur de l'ESR en termes d'emploi et en termes d'activité à relativement court terme, parce qu'il va falloir former plein de monde d'un coup, parce que personne n'est formé. Il va falloir réorienter toute la recherche d'un coup, et on va avoir besoin de recherche, et donc il y aura un pic. Et puis après, finalement, on va retrouver un niveau qui est à peu près celui de l'actuel, en fait, parce qu'on aura atteint nos objectifs. Et les chercheurs, du coup, chercheront des solutions à des problèmes qui auront été identifiés collectivement par toute la société pour répondre à des enjeux bien identifiés. Et on ne cherchera pas juste parce qu'on a envie d'explorer davantage, et donc on va moins chercher à faire parce qu'on peut, et plutôt, donc c'est ce que disait Maxime, et plutôt faire parce qu'on a besoin. Donc on va chercher à répondre à un besoin de notre société. Donc ça va être assez différent. Et ça, en sciences dures, entre guillemets, mais aussi en sciences subtiles, donc en sciences humaines et sociales et économiques, et les deux, évidemment, combinés. On va aussi avoir des étudiants qui vont tous être formés à ces enjeux-là et qui vont apprendre à tous faire leur métier en tenant compte des contraintes physiques et à chercher à œuvrer en faveur du projet de transition écologique. Donc ça va être aussi assez différent, mais sinon, globalement, on aura toujours des carreleurs, on aura toujours des enseignants, on aura toujours des journalistes, et on aura toujours un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, mais un peu différent. Donc finalement, ça va rester assez semblable. C'est juste que ces acteurs-là, ils vont pas prendre leur bagnole pour venir au boulot tous les jours, ou à leurs études. Ils vont pas prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde pour 6 mois d'Erasmus ou 6 mois de voyage international. Par contre, ils vont peut-être aller super loin, mais prendre le train, parce que c'est aussi ça le voyage, en fait. Le voyage, c'est aussi le temps qu'on met, le chemin qu'on met qu'on utilise pour aller à sa destination. Donc ça va un peu changer les pratiques. Donc les pratiques vont évoluer, mais finalement, les activités vont pas beaucoup changer. Et après, l'environnement, lui, va être un tout petit peu différent aussi. On aura des bâtiments qui seront mieux isolés, on aura des équipements qui seront réparés, qui seront mutualisés, qui seront optimisés, qu'on gardera plus longtemps, et qui auront donc un bilan carbone qui sera largement meilleur, et bilan environnemental au sens large. Donc voilà pour un petit peu le résultat. Et juste pour terminer,
qui est-ce qui doit faire tout ça? Donc on commence à avoir déjà des solutions qui se dessinent, qu'on a envie de construire avec des acteurs du secteur parce qu'on veut s'assurer qu'on raconte pas n'importe quoi. Et donc on a besoin pour le coup du concours de tous les acteurs du secteur. Il faut que les établissements se bougent parce qu'effectivement il faut bien qu'ils rénovent leurs bâtiments comme ils avaient commencé à vouloir le faire déjà il y a plusieurs années. Il faut aussi qu'ils changent leur formation. Il faut aussi former les enseignants parce que si on veut qu'ils enseignent des choses qu'on a envie qu'ils enseignent, bah, ce serait bien qu'ils soient capables de le faire. Et aujourd'hui, ils ne sont pas capables de tous parler de changement climatique, d'effets de serre, de contraintes physiques et du lien que ça a avec leur activité et leur discipline. Donc ça, c'est très important que ça change. Et il faut aussi que l'État accompagne toutes ces transformations et donne les outils, les clés et aussi les moyens économiques à ces acteurs-là de pouvoir investir, de pouvoir se préparer, de pouvoir se transformer et aussi pour changer tout le cadre qui va aller avec. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un changement culturel. On parlait de la culture. En fait, il y a une culture du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche qui doit complètement évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chercheur, pour que sa carrière avance, il a intérêt à aller à des séminaires à l'autre bout du monde tout le temps, un maximum. Il a vraiment intérêt à ça. S'il ne le fait pas, en vrai, il va vraiment galérer. Un étudiant, c'est pareil, c'est super valorisé d'aller partir en échange aux États-Unis, en Australie, je ne sais pas où vous voulez, et ça va être un peu plus compliqué et moins valorisé s'il est juste parti en Allemagne ou en Belgique. Et donc, il va falloir faire évoluer ce cadre-là pour pouvoir simplement servir notre objectif et l'état d'arrivée auquel on a envie de parvenir. Voilà, donc un gros challenge qui va nous occuper encore pas mal de temps et qui devrait se conclure courant année 2021, avant l'été 2021, si tout se passe bien. Voilà, je vous remercie.